On poursuit cette émission avec Jean Corbion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de YouScribe. C'est une bibliothèque en ligne, si j'ai bien compris, de livres, de documents en streaming, un peu sur le modèle de Spotify ou Netflix, et c'est en langue française. Et ça fait 11 ans. Alors moi, j'avoue que je vous découvre, même si ça fait 11 ans que vous existez, et je dois être à peu près la seule, puisque vous avez quand même 1 million d'abonnés payants maintenant. C'est d'abord 20 fois plus qu'il y a 3 ans. Mais qu'est-ce qui vous a permis une telle accélération? Ah oui, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Et c'est une bibliothèque en streaming, sur le modèle de Netflix ou de Spotify en effet, et qui regroupe des catalogues de 1900 éditeurs de livres audio et de presse. L'idée, c'est de faciliter l'accès à la lecture, mais surtout, et d'où l'accélération, dans des pays francophones qui n'ont pas accès à la lecture, qui en ont besoin, et je pense à l'Afrique. Donc vous avez... On a ouvert le service dans plus de 10 pays et où il y a une moyenne d'âge de 20 ans, il y a quand même 200 millions de francophones. Ouais. Il y en aura bientôt 500 millions. Basé en Afrique, population jeune, besoin d'accès à l'éducation, besoin d'accès à la lecture, accès aux connaissances et une problématique pas satisfaite. Peu de distribution, des livres trop chers. Ils sont tous équipés de mobiles. Donc, comment on trouve une solution simple pour un problème compliqué? Et donc, une bibliothèque en streaming, il fallait d'abord de bons catalogues, d'où l'association avec beaucoup d'éditeurs 1900, locaux. vous avez dit, c'est ça? Oui, bien sûr. Ouais. Mais avec des éditeurs locaux, des éditeurs marocains, des éditeurs ivoiriens, des éditeurs sénégalais, pour que cette bibliothèque soit francophone. Ah, et que l'offre corresponde, parce que j'imagine que Aussi les auteurs français ne sont pas forcément... Ben oui, bien sûr, comme dans Netflix, il y a par exemple des films internationaux, mais il y a des films locaux aussi. Bien sûr. Donc pensez à l'attente des utilisateurs, à ce besoin non satisfait. Une solution simple, ils ont tous des smartphones. Une solution à un prix accessible. Et je crois que c'est ça aussi l'accélération. C'est quand vous posez la question à un jeune notamment, combien il est prêt à payer pour avoir accès à des ressources, ou éducatives, ou de loisirs. Et on a compris qu'il fallait proposer un prix accessible. C'est 15 centimes par jour, ou 80 centimes d'euros par semaine. Il fallait résoudre aussi une autre difficulté, c'est le moyen de paiement. Taux de bancarisation très faible, dans la plupart des pays d'Afrique, avec des variations. Et on a choisi, en partenariat avec Orange, notre principal partenaire dans ces pays. Et aussi très bien implanté en Afrique. Très bien implanté, 130 millions de clients quand même en Afrique, via un filiale. Et il fallait aussi un allié très important dans ce dispositif d'accélération, qui est la société Digital Virgo, qui est une société spécialisée en marketing digital et également en mode de facturation. Et du coup, le mode de paiement, je crois que c'est ça qui a fait la différence, c'est du paiement par téléphone. C'est sur du crédit téléphonique que les accès, les abonnements sont payés par les utilisateurs. Et donc on a commencé... Donc c'est lié à la facturation de mon abonnement téléphonique? Sur l'abonnement téléphonique, parce qu'ils ont très peu ont des cartes bancaires, c'est vraiment moins de 10% dans la plupart des pays. Par contre, ils ont tous des très bons smartphones, et dans lesquels il est agréable de lire. Donc vous voyez, c'est trouver une solution simple avec des moyens de diffusion et des partenaires importants, comme Orange, par exemple, mais comme Canal+ aussi, avec un prestataire. Alors attendez, je vois le rapport avec Orange, le rapport avec Canal, je le vois moins. Ils sont très présents. Oui, ils sont très présents, mais le rapport avec ce que vous faites et votre métier. Ah ben c'est qu'on offre l'accès à YouScribe à un certain nombre d'abonnés. Ah, d'accord. De Canal. Ils ont une surface de diffusion qui est intéressante. On travaille avec Inouï, par exemple. Campagne d'affichage avec Hakimi aujourd'hui, d'ailleurs, dans toutes les villes du Maroc, pour promouvoir l'accès à la lecture, qui est une grande cause nationale là-bas aussi. Si on pense que la lecture apporte à la fois des satisfactions et des accès à la connaissance. Et on est parti en 2019 de 10 000 abonnés. On a commencé par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et puis on était nous-mêmes surpris de voir que, en fait, on avait une solution simple pour un besoin qui était très important auprès des populations, pas uniquement des jeunes, des adultes. Et on a franchi la barre du million d'abonnés
à fin août 2022. Et je pense que c'est à l'image, je pense, d'autres sociétés qui croissent rapidement. C'est que quand on trouve une solution, en général simple, à une problématique compliquée, il y a des bonnes nouvelles qui se passent. Et ça, tout s'est fait avec une équipe ici basée à Paris, très motivée par le sens, je pense, que le projet apporte. On apporte une solution à la fois agréable et utile auprès de populations qui avaient des difficultés. Et une équipe basée en Afrique aussi, puisqu'on veille bien dans le projet à avoir de plus en plus de collaborateurs et vous, en Afrique. quand on parle de bibliothèque, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, vous avez transposé le principe même de la bibliothèque physique à une application digitale. Absolument. Un modèle tout à fait traditionnel, transposé à un modèle digital, puisque, en fait, il y a très peu de librairies et de bibliothèques dans un très grand nombre de ces pays. Je pense à la Guinée, au Burkina, au Mali, au Congo, où on est très présent. Ils n'ont pas la chance d'avoir la distribution que l'on a en librairie et en bibliothèque. Donc, mais c'est la transposition de ce modèle. Et d'une certaine façon, le streaming, c'est une forme de prêt, puisqu'on met à la disposition des ressources pendant une durée déterminée dont on n'est pas propriétaire. Donc il y a une façon aussi de protéger les contenus du piratage grâce au streaming. On reverse 60% de nos revenus aux éditeurs, aux auteurs et aux différents ayants droit, on va dire comme une bibliothèque ou une librairie traditionnelle. Notre rôle, en fait, c'est de faciliter l'accès à la lecture, mais y compris d'éditeurs marocains ou d'éditeurs ivoiriens qui, du coup, ont la possibilité de découvrir des lectorats en dehors de la région, mais également en France. Mais ça, vous mentionnez 1900 éditeurs, mais ça doit être un travail titanesque d'aller négocier avec chacun d'entre eux. Ils vous ont vu du bon œil du premier coup? Alors, on a quand même un petit peu de durée de vie. C'est vrai. Donc, on a des équipes qui connaissent bien les filières de l'édition, mais c'est en effet un gros travail. Et l'accueil, il a été, je dirais, habituellement le même quand il y a une phase d'innovation dans une industrie. C'est-à-dire observation de départ, réticence pour certains, adhésion pour d'autres. Et puis petit à petit, l'innovation apportée dans une filière et le fait d'offrir la diffusion dans des pays où la commercialisation du papier est très faible, en fait. Petit à petit, les éditeurs ont adhéré. Alors, pas tous, peut-être pas toujours pour les nouveautés. C'est chaque éditeur un peu sa politique et c'est logique. On appelle ça la chronologie des médias. Absolument. Et puis, mais petit à petit, le fait d'un point de vue éthique aussi, puis de la promotion de la langue française dans le monde, le fait de mettre à la portée de tous les lecteurs francophones des ouvrages qui ne sont pas accessibles pour eux, j'ai envie de dire dans la vie normale, pour un éditeur, pour des auteurs, c'est un élément important. Mais c'est un énorme travail et voilà, je suis fier de mon équipe d'avoir constitué ce catalogue, en fait, mais également avec la presse, à la fois locale et internationale. Petite précision, l'offre est en arabe aussi. On peut toujours être présent localement. Il y a des pays où la langue arabe, d'ailleurs, est dominante, y compris dans la production éditoriale. Et le site, comme les offres, sont aussi agrémentés d'offres en langue anglaise, puisque, notamment dans le secteur universitaire, on apprend en français, mais en anglais aussi. Mais vous mentionnez le secteur universitaire, là on a beaucoup parlé des romans, mais vous avez une offre pédagogique aussi et d'outils à disposition des étudiants ou... Oui, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'une bibliothèque en streaming telle qu'on l'a conçue, elle est généraliste. On veut s'adresser à tous les publics. Donc on a à la fois des BD, des mangas, évidemment, des romans. Et ça c'est bien ça, les BD, les mangas sur le téléphone? Très agréablement. Et puis, il faut se mettre aussi, je pense, de leur côté... d'abord, les smartphones sont de bonne qualité. Faites l'expérience, lire un livre
sur un smartphone, on peut d'ailleurs grossir les caractères. Franchement, on peut aimer le papier, c'est compréhensible, mais quand on ne l'a pas, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Moi, personnellement, je lis sous les deux modalités, du papier comme du numérique, et j'ai le même agrément. Mais pensons à cette question de disponibilité. Les ressources, dans la plupart de ces pays, ne sont pas disponibles. Et j'insiste aussi sur le fait que pour beaucoup d'auteurs là-bas, l'accès aux lecteurs francophones du monde en France et en Belgique compte beaucoup aussi, puisqu'il y a une très belle littérature de très, très bons auteurs, d'ailleurs dans tous les pays du monde, et qui ont besoin d'être lus. Et toute la chaîne est rémunérée, vous voyez, comme dans les modèles de bibliothèque en streaming, c'est-à-dire que chacun des utilisateurs contribue en fait à la rémunération de la création. Et vous arrivez à être rentable aujourd'hui avec 1 million d'abonnés payants? Oui, on est quasiment à l'équilibre en 2021. Là, on investit beaucoup en 2022, mais la croissance est aussi là. Donc c'est un équilibre entre les investissements et la recherche de résultats. Mais on a eu la bonne surprise d'avoir une intervention de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts, en financement capital à la fin de l'année 2021, ce qui, avec mes associés historiques, permet à la société d'aller chercher le 2e million. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. On verra. Soyons modestes. C'est l'objectif, en tout cas. Parce qu'on va encore conquérir de nouveaux pays. Oui, parce que les pays francophones, il n'y en a pas nécessairement qu'en Afrique. Oui, on travaille avec une multiplicité d'opérateurs aussi, mobiles. Oui. Puis il y a une question de notoriété. D'où par exemple la promotion d'Akimi, dont je parlais tout à l'heure, qui s'est lancé dans la défense de ce projet, avec Inouï, l'opérateur, qui est un très important opérateur au Maroc. Et ensuite, il y a des francophones, des francophiles qui apprennent le français partout dans le monde et qui ont les mêmes problématiques d'accès à des ressources. Je pense au lycée français, par exemple. Je crois qu'il y en a à peu près 500. Oui, c'est quelque chose même comme un ça. peu plus. Donc, il y a un vrai enjeu, trouver une solution innovante, simple, pour faire en sorte que chaque mobile puisse devenir une bibliothèque de poche, en fait, et à la portée de chacun, et à un prix accessible. C'est ça qui nous anime et qui nous permet d'aller envisager une belle croissance. Alors, il y a par exemple l'Algérie, qui est un pays où on n'a pas encore ouvert le service, on y travaille. Et en effet, il y a le Nigeria aussi. On peut reproduire la même solution de bibliothèque en streaming pour le Nigeria, pour le Ghana. On doit aussi, c'est en préparation, lancer le Bénin, le Togo, qui sont plutôt francophones. Mais il y a le Kenya, vous voyez. Notre objectif, c'est de rester dans notre ADN, faciliter l'accès à la lecture pour des personnes qui en sont souvent et malheureusement privées, faute de solutions logistiques traditionnelles. On a mentionné au début que votre accélération, elle date surtout d'il y a 3 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, vous n'aviez pas la même stratégie? Au début, comme souvent les entreprises, on est certain de beaucoup de choses, on se cherche. Et la réalité nous dit, vous ne correspondez pas à un besoin évident. On pense, dans notre pays par exemple, on a tellement de librairies, de bibliothèques à porter que la solution numérique ne répond pas à un besoin fondamental. Donc le projet, je réponds à la question, il était en France au départ. Et c'est presque par hasard, lors d'un voyage, je me souviens très bien, c'était en Guinée, c'est en 2017, où avec mon équipe, on s'est rendu compte, mais YouScribe, c'est 100 fois plus utile pour les Guinéens que pour les lecteurs en France. Même si c'est utile pour mais 100 fois plus utile. Et du coup, on a complètement choisi de garder le même modèle, mais de l'orienter vers le continent. Mais de nouveau, pas du tout dans une approche de venir avec des catalogues français, ou belges, ou même suisses, mais d'aller aussi chercher aussi la production locale. On a produit des livres audio, par exemple,
avec des acteurs locaux dans leur langue locale. Et on a les principaux quotidiens, par exemple de Côte d'Ivoire, sont au catalogue. Ils sont presque beaucoup plus mis en évidence en Côte d'Ivoire que la presse internationale. Vous voyez, donc pour nous, c'est très très important que ça devienne une bibliothèque partagée en fait par des éditeurs avec un axe francophone quand même très très marqué. Voilà. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est la question des ressources aussi, le fait que le papier soit pas accessible. Et finalement, quand on voit aujourd'hui le prix du papier, on peut se poser des questions. Et il y a cet article du Monde qui m'a interpellée. Il y a 490 nouveaux romans là qui viennent de sortir, et il y a, c'est ça, et il y a à peu près 43 000 tonnes de livres retournés en moyenne chaque année, dont on ne sait pas forcément quoi faire. Ils peuvent être en partie réinjectés dans le circuit, mais il y a beaucoup de destruction derrière. Est-ce que vous êtes passé par des maisons d'édition, vous avez fondé une maison d'édition en ligne aussi avant. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le besoin n'est pas en France, mais peut-être que demain, on va devoir nous aussi changer nos modes de consommation face à ce gâchis-là? Oui, le terme de gâchis est assez difficile à manipuler parce que mécaniquement, vous mettez des livres en librairie, vous n'êtes jamais certain du nombre. Donc le temps qu'ils reviennent, puisqu'il y a toujours un droit de retour des libraires vers l'éditeur, vous ne pouvez pas apporter de solution. Vous en mettez moins, donc il en reviendra moins, mais vous n'apportez pas de satisfaction, par exemple, à des clients qui voudraient l'avoir tout de suite. Donc en réalité, le fonctionnement de l'industrie fait que il n'est pas possible de faire autrement que de constater qu'un certain nombre de tonnes de livres ne puissent pas être commercialisés. Je dirais pour la presse, ça fonctionne de la même façon. Alors ces ouvrages sont recyclés, dans la plupart des cas. On parle du pilon, mais d'une certaine façon, il y a une certaine vertu, puisque le papier est recyclé pour réutiliser. C'est pour la presse aussi. Mais en même temps, c'est vrai que le papier coupe des arbres aussi. Donc, l'air du temps, les tendances, quand même, des consommations dans le futur, tendent à aller vers de plus en plus d'usage numérique. C'est moins consommateur de matières premières, c'est plus rapide aussi, il y a moins de transport aussi, parce que quand même... Mais je pense qu'il ne faut pas mettre ces deux offres en fait en compétition. Moi j'ai le sentiment, on l'a vu pour la musique, pour la presse même, pour la vidéo, quand même les usages deviennent de plus en plus dématérialisés. Et je pense que pour le livre, ça va mettre un peu plus de temps, parce que l'objet livre, c'est quand même parfait. On a un attachement, c'est sûr. Oui, c'est parfait comme objet. On est d'accord? Oui, absolument. Et donc, mais voilà, les éditeurs ont compris, les auteurs aussi, qu'il y allait avoir, comme dans la vie, en fait, des changements, et que ces usages allaient être bénéfiques aussi pour l'environnement et allaient apporter des solutions à la fois pour ces effets de pilon, en fait, mais allait avoir des effets bénéfiques aussi pour justement, mais j'y reviens, atteindre des lecteurs qui ne peuvent pas être atteints en fait en dehors de l'environnement digital. Merci beaucoup, Joanne de Corbion. Je rappelle que vous êtes CEO de YouScribe. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.